Bonjour, c'est la fin d'une expérience, elle aura duré 12 ans, celle d'une région autonome dans le nord-est de la Syrie. En formalisant cette semaine un accord d'intégration avec les Kurdes, le nouveau maître de Damas, Ahmed al-Shara, s'assure le contrôle d'un pan entier du territoire syrien avec la bénédiction des Américains et des Russes et au prix d'une forme de trahison aux dépens de ceux qui furent notre premier rempart contre le groupe État islamique. Était-ce inévitable? Vous nous le direz, Hala Kodmani, journaliste franco-syrienne au journal Libération. Mais revenons d'abord à l'accord de cessez-le-feu annoncé voilà une semaine entre le président syrien et le chef des forces démocratiques syriennes à majorité kurde, Mazloum Abdi. Un accord qui enterre le rêve du Rojava, cette province autonome kurde. Florent Rodeau. Le convoi est composé d'une trentaine de véhicules. Sous les applaudissements de ses habitants, les forces gouvernementales syriennes font leur entrée dans Hasakeh, ville jusque-là aux mains des Kurdes. Une prise de contrôle faite sans combattre, car acceptée par les deux camps. Ce soldat kurde a bien compris le message et joue la carte de l'unité. On n'est qu'un seul peuple. On demande simplement le respect de nos droits en tant que Kurdes, rien d'autre. Qualifié par Paris et Washington d'étape historique vers la réconciliation nationale, l'accord prévoit l'intégration progressive des institutions civiles et militaires kurdes dans l'État syrien. Un choix, ou plutôt une obligation pour les Kurdes, après la perte de pans entiers de territoire dans l'Est et le Nord du pays, et le nouveau lâchage de Washington. Car ces derniers mois, les États-Unis de Donald Trump ont changé d'alliance, et le partenaire, c'est désormais Ahmed al-Shara, ancien commandant d'Al-Qaïda, aujourd'hui en odeur de sainteté à la Maison-Blanche. Un crève-cœur pour les FDS. Pendant des années, elles ont répondu à l'appel de Washington pour lutter en première ligne contre le groupe État islamique. Des Kurdes qui pensaient avoir gagné leur autonomie après avoir conquis un quart du territoire national. L'accord prévoit aussi qu'ils abandonnent au gouvernement des champs pétrolifères, l'aéroport de Qamishli, ainsi que plusieurs postes frontières sous leur contrôle. Hala Kodmani, le président syrien Ahmed al-Shara s'est rendu maître dans l'art de l'offensive éclair après la chute de Bachar, faut-il le rappeler, en seulement 11 jours. Ces forces, désormais gouvernementales, ont fait plier les forces démocratiques syriennes en l'espace de 2 journées, samedi 17 et dimanche 18 janvier, en reprenant les provinces à majorité arabe de Raqqa et d'Deir ez-Zor. Oui, c'était une bataille éclair, c'était pas vraiment une bataille, pratiquement. Il faut dire d'abord que ces villes, Raqqa et Deir ez-Zor, qui étaient intégrées dans l'espace d'autonomie kurde suite à la victoire contre l'État islamique. Enfin, c'est le territoire de l'État islamique qui a été repris. Ce ne sont pas des villes kurdes. Et surtout, la population, et y compris les combattants arabes de ces zones-là, qui étaient intégrés aux forces démocratiques syriennes, ont lâché. Oui. Tout à fait. Se sont retournés et ont rallié l'armée gouvernementale, ce qui fait que l'équilibre des forces était complètement rompu. Et je crois que dans le fond, les FDS, les forces démocratiques syriennes, enfin, les Kurdes n'avaient pas trop d'illusions là-dessus. On était déjà... 2 accords dans ce sens étaient déjà signés. Et c'était un coup de pression militaire pour consacrer les choses. Ce qui compte maintenant, c'est le maintien des places qu'ils tiennent encore. Il y a notamment dans cet accord ce qui est prévu une forme d'autonomie locale accordée à Kobané. Et puis le pouvoir s'engage aussi à permettre le retour des déplacés kurdes à Afrin et dans les quartiers kurdes d'Alep. Les Kurdes, y sont-ils en sécurité? Y seront-ils en sécurité à l'avenir, d'après vous? Alors on peut pas vraiment globaliser. Parce que la population kurde n'est pas nécessairement affiliée aux forces démocratiques syriennes et qui sont très marquées par le PKK. Ce sont des populations qui sont là depuis très longtemps. Partie des travailleurs du Kurdistan. Oui, par exemple, dans les 2 quartiers d'Alep où il y avait une majorité kurde, les FDS se sont implantés comme ça, un petit peu pour commencer la bataille, quelque part. Mais les Kurdes, c'est vrai, ne veulent que rentrer chez eux. C'est-à-dire, il y a des Kurdes à Alep, il y a des Kurdes à Damas aussi, il y en a dans d'autres villes.
pareil, c'est vrai qu'ils voudront rester là où ils sont, dans leur territoire, dans leur ville, dans leur village, souvent d'ailleurs complètement partagés avec les populations non kurdes. Oui. Hasakeh, par exemple, qui est une des villes principales, ou Qamishli, ce sont des villes complètement mixtes. Alors Hasakeh, mais aussi Deir ez-Zor, ce sont des villes aussi connues pour leurs champs pétroliers. C'est un aspect important aussi de l'accord conclu par Damas, récupérer cette manne pétrolière dont le pouvoir central a bien besoin pour reconstruire la Syrie. C'est un élément fondamental, et ça a été un élément fondamental. Bon, il faut un peu relativiser à la richesse pétrolière syrienne. C'est pas l'Irak, hein, c'est pas un pays du Golfe. Il y a du pétrole, il y a un potentiel de gaz aussi, mais c'est très bien pour le pays. Ça peut déjà suffire au pays et exporter un petit peu, mais les installations sont dans un état tout à fait lamentable, donc tout est à faire. Mais c'était essentiel parce que ce sont des ressources essentielles pour le pays. Et que même du point de vue de l'opinion, là, quand j'étais à Damas, je veux dire, l'important, c'est de récupérer ces richesses qui étaient aux mains des Kurdes pendant plusieurs années, qu'ils partageaient aussi avec le régime Assad, ils se vendaient, qui ont été aussi aux mains de l'État islamique. Enfin bon, c'est vraiment un enjeu essentiel, ces ressources d'hydrocarbures. Cet accord, il prévoit aussi et avant tout d'intégrer les combattants des forces démocratiques syriennes au sein de l'armée syrienne. Pauline Godard, vous qui êtes dans la région pour France 24. C'est un accord qui a été accueilli avec beaucoup de méfiance par les Kurdes syriens, même si les autorités kurdes ont tenté de les rassurer, notamment grâce au poste de gouverneur de la province d'Hasakeh qu'ils ont obtenu lors des négociations avec le gouvernement syrien. La sécurité intérieure du Rojava, autrement dit les territoires de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie, continuera d'être assurée par la police kurde. Ils disposeront d'une division militaire composée de 3 brigades dans la province d'Hasakeh. La 4e brigade sera déployée à Kobané, mais sera sous le commandement des Syriens. Le but des forces démocratiques syriennes, les FDS, était d'obtenir l'intégration des 22 000 soldats environ qui sont toujours dans leur rang. Je vous rappelle qu'il y a eu environ 60% de défections au sein des FDS, principalement des défections dans les rangs des combattants arabes qui étaient en fait majoritaires au sein des FDS. Les FDS ont également obtenu des postes de commandement au sein de l'armée syrienne. Quant aux combattantes kurdes syriennes regroupées au sein des YPJ, ce sont ces unités de protection de la femme qui ont joué un rôle majeur dans la lutte contre l'État islamique. Eh bien, elles devraient être intégrées au sein de ces 4 brigades dans des unités non mixtes. Hors de question qu'elles disparaissent, comme nous l'a expliqué Rola Tafrini, la commandante en chef des YPJ. Des postes seront réservés au sein des administrations civiles et militaires à des responsables kurdes syriens sur une base individuelle. Cette intégration, elle sera effective ou bien elle va se limiter finalement à un simple désarmement des forces démocratiques syriennes? Non, parce qu'il y a eu une sorte de régularisation de volontaires des combattants, d'après ce qu'on m'a dit à Damas, certains combattants qui veulent rester et intégrer les forces armées syriennes peuvent le faire. Certains veulent retourner à la vie civile, faire autre chose, ils peuvent le faire aussi. Maintenant, il y a eu des nominations, là, comme mentionné dans le reportage. Oui. Il y a eu des nominations de personnalités kurdes qui ne sont pas nécessairement affiliées au PKK et au mouvement kurde syrien, mais qui sont des Syriens et des Kurdes. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que le PKK est quand même très marqué idéologiquement. Ouais. La greffe peut prendre entre un pouvoir d'Ahmed al-Shara, dominé malgré tout aujourd'hui par l'islam politique, et un mouvement kurde syrien d'inspiration marxiste-léniniste, avec notamment l'égalité homme-femme au cœur du projet. Oui, c'est une particularité kurde que, je pense, les autorités de Hamas sont obligées de respecter dans un certain sens, sachant que quand même c'est un pouvoir très très masculiniste et qui exclut volontiers les femmes de partout. Maintenant, il reste beaucoup de sujets d'interprétation dans l'accord, même cette histoire d'intégration individuelle ou de brigade entière. Apparemment, ça se négocie un petit peu
au cas par cas, au lieu par lieu, selon les proportions de la population kurde et arabe dans chaque village, dans chaque lieu. Pour l'instant, ça fait 4-5 jours, ça fonctionne à peu près bien. Maintenant, rien n'est exclu et des accros peuvent survenir à tout moment. Le gouvernement syrien s'engage aussi à prendre en charge les prisonniers djihadistes et leurs familles détenus jusque-là dans des camps contrôlés par les Kurdes. Où en sont ces groupes djihadistes, Dalila Gomri? Mais écoutez, il s'agit essentiellement du groupe État islamique. Jusqu'à la chute de Bachar al-Assad, eh bien, il était retranché ici, dans le sud de la Syrie, dans le désert de Badia. Depuis, ces combattants ont quitté la zone pour constituer des cellules dormantes dans plusieurs villes de Syrie. Ils mènent des attaques contre les nouvelles autorités, contre les minorités, mais aussi contre les soldats américains, comme en décembre dernier à Palmyre, où 3 soldats américains ont été tués. L'État islamique, le groupe État islamique reste à l'affût, quoi qu'il en soit. Il essaye de se réorganiser tant bien que mal, car sa logistique a été particulièrement impactée par les frappes de la coalition internationale anti-djihadiste, sous la houlette des Américains, des Français ou encore des Britanniques. Alors face à cet étau qui se resserre et cette pression, certains ont essayé de rejoindre Deir ez-Zor, ici à la frontière avec l'Irak. Ils ont aussi publié des messages de propagande ces derniers jours pour tenter de rallier d'éventuels prisonniers des geôles détenus dans les geôles kurdes. En vain, la coalition internationale veille au grain. Elle veut à tout prix éviter de voir 7000 prisonniers disparaître et rejoindre ses rangs. 1300 d'ailleurs ont déjà été transférés par les Américains de Syrie vers l'Irak. Vous voyez un risque dans ces transferts de prisonniers, Hala Kodmani? Est-ce qu'il y a une porosité idéologique entre ces détenus et les nouveaux membres des forces armées syriennes qui, il n'y a pas si longtemps, combattaient au sein d'Ayat Tahrir al-Sham et d'autres groupes islamistes? Bon, évidemment, la tentation est là. Ce sont des djihadistes ou d'ex-djihadistes, certains. Bon, il faut rappeler quand même que Ayat Tahrir al-Sham, donc d'où est issu l'actuel gouvernement syrien, s'est beaucoup opposé à l'État islamique. Ils étaient rivaux, puis carrément ennemis. Ils se sont combattus. Ahmad Shara lui-même, on le sait on découvre de plus en plus, a donné, si on peut dire, aux Américains auparavant, pendant qu'ils régnaient sur Idlib, beaucoup de chefs de l'État islamique qui ont été assassinés par les Américains, qui ont pu être... Donc, bon, maintenant, au niveau de la base, on peut avoir des soupçons. Tout dépend, en fait, du maintien de la solidité en fait de l'armée syrienne. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus constituée, beaucoup plus maîtrisée et répond vraiment aux ordres comme il faut. Maintenant il y a beaucoup. Les Kurdes continueront à contribuer au contrôle. Toutes les forces internationales de la coalition veillent au grain effectivement. Et puis bon, il y a ces transferts de 7000 combattants en Irak, vraisemblablement les plus dangereux. Bon, il faut souligner aussi que quand même que c'est à 70 voire 80% des détenus de ces camps sont syriens ou irakiens. Oui. Ce ne sont pas des internationaux. Pour la France, en tout cas, la lutte contre le groupe État islamique reste un objectif prioritaire, comme l'a indiqué Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, en visite cette semaine en Syrie et en Irak. Écoutez. La France a mobilisé ses moyens militaires au sein de la coalition internationale contre Daesh, en lien avec le gouvernement de la Syrie, pour frapper les installations et les opérations de Daesh en Syrie. La poursuite de ce combat est une priorité absolue. Hala Kodmani, quel rôle a joué la France dans cet accord passé entre l'État syrien et les combattants kurdes et dans ce que beaucoup voient ici comme une forme de lâchage finalement de ceux qui étaient nos alliés hier? En effet, la France joue les médiateurs depuis un certain temps, depuis même avant, pendant le régime de Bachar el-Assad, il y avait un groupe, les Français étaient très en lien, en relation avec les autorités kurdes. Et là, la France a aussi contribué à la médiation, à essayer d'arrondir les angles entre les uns et les autres, alors que ce n'était pas évident du tout. Et comme on sait, il y a eu un premier accord en mars, puis un autre qui ont échoué.
Bon, mais évidemment, le rôle principal, essentiel, central, ce sont les Américains. La France a été aussi, comme je dis, contribué, participé. Les États-Unis, justement, ce rôle dans l'abandon des forces démocratiques syriennes. Mathieu Mabin, que pouvez-vous nous en dire depuis Washington ? Alors, ici, en tout cas au département d'État et plus discrètement au Pentagone, tout le monde dément l'idée selon laquelle les États-Unis seraient en train d'abandonner les Kurdes. À Washington, le discours officiel reste inchangé, comme les effectifs militaires sur le terrain d'ailleurs. Les États-Unis affirment maintenir leur soutien aux forces kurdes, ce partenaire clé, je cite, dans la lutte contre l'État islamique. En Syrie, la présence militaire américaine est également toujours là, avec 1 millier d'hommes, essentiellement pour empêcher toute résurgence djihadiste, là encore. Les militaires qui ont servi là-bas rappellent même qu'ils ont été plus que des alliés, mais des camarades de combat dans la lutte contre Daesh, on s'en souvient. Mais dans les faits, c'est vrai qu'on sent un fléchissement. Les priorités américaines se déplacent et c'est globalement inévitable. La triste réalité, c'est qu'à travers l'histoire, les troupes qui ont accepté de devenir supplétives des États-Unis ont bien souvent fini par éprouver un sentiment amer. Les exemples sont légion. L'administration concentre, c'est vrai, désormais, ses efforts sur la rivalité avec la Chine, la guerre en Ukraine, la stabilisation du Moyen-Orient, et plutôt en consolidant des équilibres régionaux que par des engagements directs. Khala Konmani, est-ce le fruit du hasard si l'offensive des forces armées syriennes sur le Rojava débute au lendemain d'un coup de téléphone entre Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ? Non, sûrement pas. Il faut voir, il y a quelque chose de très symbolique. Celui qui a mené toute la médiation, l'opération entre les Damas et les Kurdes, c'est Tom Barak. Tom Barak est l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, à Ankara. Il gère aussi le Liban et la Syrie. Et lui, il n'est pas du tout diplomate dans sa façon de signifier les choses. Il a carrément dit « Merci beaucoup aux Kurdes, leur mission est accomplie ». Il a un prisme turc ? Il a plus qu'un prisme turc. Il dit bon, oui, il assume complètement et très franchement. Il a fait un grand tweet, sur X en disant « Mission accomplie, merci beaucoup les Kurdes, vous avez joué votre rôle. Maintenant, nous voulons soutenir un État central et qui règne sur tout le territoire syrien. » Donc, ce n'était pas du tout les hésitations, le discours un petit peu qui arrondit les angles à Washington. Là, je crois qu'il a été... Et effectivement, il y a un rapprochement américano-turc tout à fait évident. Trump lui-même, à plusieurs reprises, quand il parle du Moyen-Orient, il parle d'Erdogan en disant « Oui, c'est un ami. Lui, c'est un ami. Lui, c'est un good guy. » Oui, le responsable politique, il avait le plus appelé lors de son premier mandat, l'avait-on appris effectivement à son issue. Et il n'y a pas que les Occidentaux à avoir lâché les Kurdes, c'est aussi le cas de la Russie, à l'occasion de la visite récente d'Ahmed al-Shara à Moscou. Écoutez Vladimir Poutine. Nous avons toujours plaidé pour le rétablissement de l'intégrité territoriale de la Syrie, vous le savez, et nous soutenons tous vos efforts en ce sens. J'espère que l'intégration de la région de l'Euphrate constitue sans aucun doute une étape cruciale dans cette direction et contribuera au rétablissement de l'intégrité territoriale de la Syrie dans son ensemble. Bon, la Russie et les Kurdes, c'est une longue histoire. Que s'est-il passé ? La Russie avait ses pions un petit peu auprès des Kurdes. Tout le long, ils ont soutenu le régime de Bachar el-Assad. Mais c'est vrai qu'il y avait des passerelles entre les deux, et y compris d'ailleurs sur les ressources en pétrole. Oui. Ils avaient une base à Kamishli, donc en plein milieu de la région kurde, qui vient d'être négociée. Ils se sont retirés de cette base. Oui, ce qui est surprenant aussi, ce qui est vraiment la réelle politique qui s'impose, c'est que le rétablissement des relations entre les Russes et le nouveau pouvoir syrien d'Ahmed al-Shara, qui a priori, quand même, les Russes ont passé des années à bombarder tous ces gens-là. Mais bon, il y a une réelle politique. La Syrie, ça fait 50 ou 60 ou plus qu'elle est armée par la Russie, que les billets de banque syriens sont imprimés à Moscou, enfin en Russie. Donc bon, là, il y a une réelle... Et surtout, je crois que là, il y avait, on ne le dira pas, mais on m'a laissé entendre qu'il y avait quand même une fourniture d'armes
à la clé. La fin du Rojava, qu'en pensent les pays voisins de la Syrie dans la région, Dalila Gomri? C'est l'opportunité pour eux d'envoyer un signal fort à leurs minorités kurdes respectives, que ce soit la Turquie, l'Irak ou encore l'Iran. La Turquie qui compte 20% de Kurdes salue l'offensive méticuleuse de Damas contre les forces kurdes. Le président turc a d'ailleurs largement participé aux opérations contre les FDS. Affaiblir les Kurdes de Syrie, c'est en filigrane porter un coup dur au PKK, considéré comme terroriste par Ankara. Autre pays voisin de la Syrie, l'Irak, qui peut aussi trouver son compte pour préserver l'unité fédérale et pour renforcer l'État central. Bagdad tente de réduire l'autonomie du Kurdistan irakien, cette région autonome que l'on voit ici, et la volte-face du Kurdistan irakien qui a toujours été soutenu par les Américains et qui s'inquiète de voir cette volte-face des Américains vis-à-vis des Kurdes de Syrie. Enfin, les Kurdes d'Iran, eux, sont très inquiets. Ils sont souvent considérés comme des terroristes, des séparatistes de la part du régime, car souvent en première ligne dans les manifestations. Mais paradoxalement, le régime iranien a toujours entretenu de bonnes relations avec les Kurdes d'Irak, par exemple. Il n'empêche que la déroute des Kurdes de Syrie arrange là aussi peut-être les affaires de Téhéran. Merci Dalila Halakonmani. Vous voyez effectivement des conséquences géopolitiques et régionales de cet accord qui vient d'être signé avec Damas? Je crois qu'il faut souligner quand même que le président Barzani du Kurdistan irakien a joué un rôle essentiel pour convaincre les Kurdes syriens d'accepter l'accord. Lui-même qui a plutôt de bonnes relations avec la Turquie. Absolument. Oui. Il a de bonnes relations avec la Turquie, il a plutôt des bonnes relations avec Damas aussi. Et il a joué un rôle essentiel pour convaincre pendant les négociations, pour parvenir d'ailleurs à l'accord du 29 janvier. Et là, c'est juste chaque partie des Kurdes va trouver un modus vivendi. C'est vrai que le Kurdistan irakien n'a jamais cessé, depuis 30 ans qu'il existe, d'avoir une situation conflictuelle avec Bagdad. Le problème kurde, malheureusement, ça fait un siècle ou plus que la question de la nation kurde est posée et que la souveraineté des États et les frontières telles que dessinées internationalement continuent à être prioritaires pour le monde entier. On avait vu en tout cas des sauveurs, c'était presque inespéré lorsqu'en 2015 les combattants kurdes avaient réussi à reprendre Kobané des mains des djihadistes du groupe État islamique qui ne cessaient de progresser alors sur le terrain, étendant leur califat autoproclamé. France 24 avait pu pénétrer dans la ville syrienne, réduite alors à un vaste champ de ruines. Voyez ces images tournées et commentées par Fatma Kizilboga. Un responsable de la frontière turque ouvre le portail. Bienvenue dans l'enfer syrien, à Kobané. Ici, un soldat qui traverse ce qui n'est désormais qu'un champ de ruines. Les voitures sont calcinées, au sol, des obus de mortier qui n'ont pas encore explosé. Mais peu importe la guerre, pour cette combattante kurde, tous les sacrifices en valaient la peine. Depuis le début, j'ai préféré rester ici pour sauver notre terre des djihadistes, plutôt que d'aller me réfugier dans un autre pays. Quelques mètres plus loin, voilà les Peshmerga irakiens. Cela fait 3 mois qu'ils sont venus prêter main forte à leurs congénères de Syrie. C'est normal, au final nous sommes tous kurdes. La guerre à Kobané nous a rapprochés, y compris avec les Américains. Sur toutes les façades des bâtiments, les traces des échanges de tirs. Des draps hissés pour couper la vue des snipers n'ont pas été descendus, car Kobané est libéré, mais la menace est toujours présente. Les djihadistes ne sont pas une menace seulement pour nous, mais pour le monde entier. Daesh se trouve à 40 km à l'est, 35 km au sud et à 50 km à l'ouest. Nous sommes encerclés. C'est pour cela que nous avons besoin de l'ouverture d'un couloir qui nous permettrait de recevoir des armes. Mais face à la barbarie, les Kurdes souhaitent faire la différence. Ils s'apprêtent à rendre le corps d'un djihadiste à sa famille, un Allemand d'origine turque qui a rejoint les rangs de l'organisation État islamique. Au total, la bataille de Kobané aura coûté la vie à plus de 1000 djihadistes, le plus grand revers pour l'organisation État islamique.
Hala Kodmani, la Syrie de demain, pays majoritairement sunnite, est revenue aux mains des sunnites. Sera-t-elle capable d'organiser une coexistence avec et entre ces minorités? Bon, il est vrai que c'est très sensible, cette revanche arabe-sunnite parmi les Syriens. Bon, 80% de la population qui, pendant tout le règne de la famille Assad, s'est sentie un peu réduite comme citoyen de seconde zone parce qu'ils avaient perdu le pouvoir. Sous domination alaouite. Voilà, domination alaouite. Les minorités étaient plus ménagées par les alaouites, justement, et que là, on sent une revanche sunnite évidente. Partout, chez les gens ordinaires, etc. Donc, on a repris le pouvoir. Il est revenu à sa place. Maintenant, je crois que les autorités commencent à être sensibles. Après les catastrophes qui se sont produites avec les massacres sur la côte alaouite, le massacre d'Alaouites sur la côte syrienne plutôt, et les massacres dans la zone druze à Soueda, clairement, Ahmad Shara s'est rendu compte qu'il y a eu des erreurs monumentales, que ça lui a terriblement nui dans le pays comme à l'extérieur. C'est pour ça qu'il a été beaucoup plus habile dans les négociations avec les Kurdes, avec l'aide des Américains, avec l'aide, comme je disais, des Kurdes irakiens et tout ça. Et que maintenant, je crois qu'il tient absolument... il a vraiment la volonté d'avoir chacun, il n'arrête pas dans ses discours de dire la Syrie, de tous ses citoyens, quelle que soit leur religion, leurs différences, leur diversité, etc. C'est le discours dominant. Et puis en accordant quelques droits aux Kurdes, comme il l'a fait, le droit absolu de la langue, qui est devenue langue officielle. Voilà. Merci beaucoup Hala Kodmani. Voilà ce qu'on pouvait dire de cet accord signé donc entre Damas et les forces kurdes. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états.